président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier des mains du coordinateur général du comité de suivi, évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation ANR, le rapport 2023 faisant état de la mise en œuvre des recommandations. Ce document de 84 pages détaille point par point les différentes réalisations. Le président du CNT, le colonel Malik Diao, est à Téhéran en Iran pour présenter les condoléances du président de la transition et du peuple malien au peuple iranien suite à la disparition tragique du président Ibrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère. Des précisions dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le rapport 2023 faisant état de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation a été remis hier lundi au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le document de 84 pages est présenté par le coordinateur général du comité de suivi et évaluation des recommandations des ANR. Il détaille point par point les différentes réalisations des doléances formulées par le peuple malien lors des assises. Sur 55 recommandations prioritaires, 20 ont été réalisées comme la constitution et la lecture de la loi fondamentale. Quelques tares sont à corriger. Le point avec Sira Bachili. L'impératif de redevance au peuple. Après l'expression des Mali nouveaux sur papier, sa mise en œuvre s'évalue. Un exercice annuel confié par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, au comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Le rapport 2023 du dit comité, deuxième du genre, est officiellement remis au chef de l'État. Avec ses 84 pages, il fait le point d'exécution des réformes engagées au Mali, comme souhaité par les assises nationales de la refondation au titre de l'année 2023. Par rapport à l'état de mise en œuvre des recommandations prioritaires au nombre de 55, au 31 décembre 2023, il est heureux de constater que 20 recommandations ont été totalement réalisées, 33 sont en cours de réalisation. S'agissant des recommandations non prioritaires au nombre de 309, à la date du 31 décembre 2023, on note la réalisation de 19 recommandations et on constate que 121 sont en cours de réalisation. Il faut comprendre par recommandations prioritaires celles qui sont urgentes et nécessaires à la refondation. Nous pouvons en citer la Constitution, la relecture de la loi fondamentale, le renforcement des équipements et la formation pour l'armée. Des prouesses pour la mise en route du Mali nouveau, mais aussi des tares à corriger. Le coordinateur général du comité de suivi attire l'attention du chef de l'État sur deux faits. Les renseignements donnés par rapport à la mise en œuvre de certaines recommandations exécutées ou en cours d'exécution souffrent d'identification de leur coût de réalisation. Aussi, autant le comité indépendant salue les interactions avec le personnel technique des départements ministériels, autant le CNCR déplore les vieux réflexes de défense de certains responsables de structures, à savoir le manque de concertation sur les actions inscrites dans le cadre stratégique de la refondation, la non-disponibilité de certains cadres, la lenteur dans le processus de précision des points focaux chargés du relais d'information. Dans son intervention, le président de la transition a rappelé sa vision à travers les différents forats organisés au Mali et l'impérieuse nécessité de la mise en œuvre des différentes recommandations. Les différents forats tenus depuis le début de la transition ont, après un diagnostic sans complaisance des maux qui minent notre nation, posé les fondements du Mali croix à travers des recommandations pertinentes. Les recommandations des assises nationales de la refondation, faut-il les rappeler, étaient au nombre de 517. Elles ont servi de base pour l'élaboration par le gouvernement des cadres stratégiques de la refondation de l'État. Dans ces documents, les actions répertoriées avaient été réparties en 3 catégories, notamment 55 actions prioritaires, 153 actions prioritaires complémentaires et 309 actions non prioritaires pour la période de la transition. Le chef de l'État de confier que les conclusions du dialogue intermalien seront soumises au dit comité pour le suivi avec d'autres membres qui seront désignés. Puisque c'est l'heure de faire le bilan, le colonel Assimi Goïta rappelle sa détermination à suivre la mise en œuvre de ces recommandations avec l'équipe gouvernementale tout en rappelant les acquis. Je me réjouis de constater qu'en termes de bilan, sur les 55 actions prioritaires,
20 ont été réalisés au 31 décembre 2023, soit 36,36%. Les actions prioritaires en cours de réalisation au 31 décembre 2023 sont au nombre de 33, soit 60%. Il reste encore 2 recommandations prioritaires qui n'ont pas encore connu un début de mise en œuvre, à savoir la mise en place d'un juge des libertés et de la détention et la création d'une structure de suivi et évaluation de la performance des activités du gouvernement. L'alarme sonne donc et il faut agir. Pas question de décevoir le peuple qui fonde beaucoup d'espoir sur ces réformes pour un Mali nouveau, même si les recommandations primaires se concrétisent au rythme voulu. Le président de la transition rappelle l'urgence et la nécessité de ces recommandations pour la refondation, d'où la création du comité de suivi et évaluation qui est indépendant dans le but d'avoir des résultats probants. Vous devez continuer à travailler avec rigueur et identifier tous les problèmes, quelle que soit leur nature, pour pouvoir agir sur leurs causes et faire en sorte que la volonté du peuple puisse s'accomplir. Le peuple malien, dont je salue la résilience, est attentif à tout ce qui se passe dans l'environnement national et international. C'est Mali nouveau est celui qui s'inscrit dans une vision fondée sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. C'est au prix des efforts constants de tous que nous atteindrons notre objectif global qui est d'apaiser le Mali, le rendre fort et prospère. Un Mali fort et prospère au goût des Maliens. En tout cas, les réformes voulues par les Assises nationales de la refondation visent à changer l'ossature politique pour une gouvernance retouchée et bien adaptée à l'aspiration du peuple. Le président du CNT est arrivé tard dimanche soir à Téhéran, en Iran. Colonel Malik Diao est porteur d'un message de condoléances du président. La transition du peuple malien au peuple iranien suite à la disparition tragique du président iranien Ibrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. Un message transmis au président intérimaire iranien. Envoyé spéciaux à Téhéran, Siaka Konaté et Tchédje Kamara. Le Mali attristé par la disparition du président iranien Ibrahim Raisi et de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdullahian, mort le 19 mai dernier dans un accident d'avion. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a dépêché à Téhéran le président du Conseil national de transition, colonel Maliki Diao, pour exprimer la compassion des autorités et du peuple malien au peuple frère d'Iran en cette douloureuse circonstance. Condoléances que le président du CNT a présenté au président iranien par intérim, Mohamed Mokhber, à la faveur d'une audience que celui-ci lui a accordée. Nous sommes ici à Téhéran avec une profonde tristesse au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, venir présenter les sincères condoléances au président intérimaire de la République islamique d'Iran, le docteur Mohamed Mokhber, également présenter les condoléances du peuple malien. Comme vous le savez, le Mali et l'Iran entretiennent de très bonnes relations sur plusieurs plans, à savoir que depuis l'avènement de la crise, l'Iran a vraiment apporté son soutien, notamment sur le plan de l'élevage, sur le plan de l'éducation, mais aussi l'Iran prévoit d'aider le Mali sur le plan sécuritaire. Au cours de notre échange, nous avons parlé de beaucoup de choses, principalement le président Mohamed nous a vraiment rassuré le peuple malien, m'a chargé de transmettre au président Assimi Goïta toute sa disponibilité à accompagner le Mali malgré la tristesse que l'Iran vient d'avoir. Nous pouvons dire qu'au-delà de la présentation des condoléances, ça a été une opportunité vraiment pour les deux pays d'échanger autour des sujets d'actualité. Je peux vous assurer que nous retournons vraiment satisfaits
est très rassuré de la sincérité du partenariat entre la République islamique d'Iran et la République du Mali. Pour le président du CNT, la disparition de ces deux personnalités est une grande perte pour l'Iran et le Mali car elles œuvraient au renforcement de l'axe Téhéran-Bamako. Pour preuve, la visite au Mali en août 2022 du défunt ministre iranien des Affaires étrangères, visite marquée par la tenue de la première session de la commission mixte de coopération Mali-Iran. Le président du CNT a félicité le président intérimaire avant de l'exhorter à persévérer sur cette voie. Le président Assimi Goïta m'a chargé également de féliciter le nouveau président intérimaire, vraiment pour la confiance qui lui a été portée par le peuple iranien et surtout par les guides. Donc, et lui demander aussi de partager cette expertise avec le Mali, qui va très prochainement aussi affronter certaines épreuves. Et au-delà de ça, le président Mohamed Bakber aussi nous a vraiment encouragés dans la dynamique actuelle des choses au Mali. En réponse, le président Mohamed Mokber a remercié les autorités maliennes pour leur message réconfortant. Il souhaite hisser les relations économiques entre les deux pays au niveau de celles politiques. Enfin, il a rendu hommage à son prédécesseur, un bon et sage dirigeant qui, selon lui, œuvrait pour le bonheur de son peuple. Le Mali et le Rwanda ont bouclé leur grande commission mixte à Kigali. Les deux parties ont signé une vingtaine d'accords dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la justice, de la santé, parmi tant d'autres. Les documents ont été signés hier lundi par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale des deux pays. Pour Abdoulaye Diop et son homologue rwandais, c'est un grand pas dans la mise en œuvre des orientations des chefs d'État, le colonel Assimi Goïta et Paul Kagame. Nos envoyés spéciaux sont Mohamed Diarra et Taïb Adjawakoui. Une page de l'histoire entre le Rwanda et le Mali s'ouvre ce lundi 27 mai 2024 à Kigali. Près d'une vingtaine d'accords signés entre les deux pays par l'entremise des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le geste traduit la vision et la volonté des présidents colonel Assimi Goïta et Paul Kagame à faire de leurs pays respectifs des modèles de gouvernance et de souveraineté. Des accords signés concernent des domaines tels que la justice, avec des conventions relatives à l'entrée judiciaire en matière pénale, civile et commerciale, le transfert des condamnés, un accord militaire, un protocole d'accord dans le domaine de la sécurité. Les autres domaines ont trait à la santé, aux investissements, aux ressources minières et minérales, la culture, le tourisme, l'agriculture. La liste n'est pas exhaustive. Nous espérons qu'à l'avenir, cette commission mixte offrira une plateforme unique pour échanger des idées, partager des expériences et entreprendre des projets dans des différents secteurs d'intérêt commun. Suite à la signature de tous ces accords, il est maintenant important que nos équipes travaillent ensemble pour opérationnaliser leur mise en œuvre dans les plus brefs délais. Dans cette dynamique, en 2022, nos deux chefs d'État ont instruit leurs gouvernements respectifs d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale au plan économique, commercial, technique, scientifique, culturel et sportif. Joignant à la parole de cette directive de nos chefs d'État, nous procéderons au cours de cette même session à la matérialisation de nouveaux actes de coopération entre le Rwanda et le Mali. La signature de ces accords est un pas important vers le raffermissement de nos relations de coopération. Nous franchissons avec la tenue réussie de la présente session inaugurale de la Grande Commission mixte Rwanda-Mali une nouvelle étape dans nos relations amicales et fraternelles. Des relations qui offrent l'opportunité de consolider un partenariat mutuellement bénéfique fondé sur le respect réciproque. Les populations doivent sentir les effets de cette coopération d'ici la fin de l'année, souhait des signataires. Les deux parties se sont en outre accordées sur l'urgence de rendre opérationnelle la desserte de la ligne aérienne Bamako-Kigali. D'autres accords ou conventions feront objet de négociations entre experts des deux parties dans le domaine du commerce et de la mise en œuvre de la ZLECAf. Les deux nations décident donc de mettre un point d'honneur sur les questions de paix et de sécurité
pour la stabilité du continent. Et ces échanges vont nous permettre de renforcer notre cadre de dialogue et de concertation sur les sujets de paix et de sécurité. Le Rwanda reste pleinement engagé à approfondir ses relations avec le Mali dans tous les domaines d'intérêt mutuel et nous croyons fermement que nos efforts conjoints porteront leurs fruits et contribueront à la prospérité et à la stabilité de nos pays respectifs. Partageant l'ambition de parvenir à une Afrique en paix, stable, développée, prospère, autonome, indépendant et souverain, le Mali et le Rwanda entretiennent d'excellentes relations politiques. En témoigne la régularité des visites de haut niveau et la convergence de vues de nos deux pays sur de nombreuses questions géopolitiques, touchant notamment à la paix et à la sécurité, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la réforme de la gouvernance mondiale, la mise en œuvre du traité établissant la zone de libre-échange continentale ZLECAf, l'émergence d'un pôle africain renforcé, à même de négocier d'égal à égal avec d'autres acteurs dans un monde multipolaire aux défis multiples. La deuxième grande commission mixte de coopération est programmée pour 2026 à une date qui sera fixée ultérieurement. Retour dans notre pays, début hier lundi des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle CAP dans les régions de Kaï, Kita et de Sikasso. On fait le point avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Mamadou Aliou Bari et Moustapha Doumbia. C'est dans la salle numéro 2 de l'Institut de formation professionnelle industrielle, comprenant 25 candidats, que le gouverneur de la région de Kaï a ouvert l'enveloppe contenant la première épreuve du CAP 2024 au Mali. Quelques minutes déjà après réception des premiers sujets, les candidats affichent une certaine sérénité. Je trouve le premier sujet très intéressant. Je dis mal à mes camarades de serrer la ceinture, l'examen c'est pas facile pour nous. Après constatation du bon déroulement de l'examen, le gouverneur de la région de Kaï déplore le nombre peu élevé de candidats. La situation sécuritaire, nous avons vu que toutes les dispositions sont prises à ce niveau. Les élèves, les candidats sont aussi présents, les surveillants également sont là et les chefs de centre veillent aussi au niveau de tous les deux centres. Nous avons fait un autre constat qui est vraiment un peu déplorable à mon avis. C'est le nombre peu élevé de candidats au niveau de ces examens-là. Et surtout, le nombre élevé de candidats libres par rapport aux candidats réguliers. Pour rappel, à Kaï, ils sont au total 120 candidats, dont 101 filles au CAP, toutes filières comprises, reparties entre 20 salles. Ils sont au total 887 candidats, dont 582 libres pour les examens du certificat d'aptitude professionnelle CAP, session de juin 2024 dans la circonscription académique de Kita. Selon mes remarques, quand même, l'enveloppe a été ouverte, vraiment c'est bien sécurisé. Et dans ce cas, on souhaite tous les candidats de faire tout le moins possible de ne pas aller aux fraudes. Les épreuves sont abordables. Je souhaite bon sens à tous les candidats au CAP. C'est le centre du groupe Institut national des techniques économiques et comptables de Kita, INTEC, qui a reçu les autorités régionales pour le lancement des épreuves. Je tiens à remercier les plus hautes autorités. Nous sommes très contents d'avoir fait 9 mois d'apprentissage pour les enfants. Et aujourd'hui, le résultat c'est quoi? C'est d'organiser ces examens de fin d'année scolaire qui démarrent par le CAP. Nous sommes venus pour 3 choses. Nous enquérir des conditions de démarrage de cet examen. Dieu merci, nous avons constaté que tout est dans l'ordre. Et deuxièmement, procéder au lancement des épreuves. Troisièmement, leur prodiguer des conseils. Nous leur avons demandé de se méfier surtout de la fraude. Les candidats composent dans 4 centres répartis entre Bafoulabé et Kita. Les candidats ont entamé cette session 2024 avec la composition d'électrotechnique après une année scolaire normale selon l'administration scolaire. Je les place sous les signes de la paix, de la concorde, de la réconciliation. Et de compter sur leurs propres efforts et de faire preuve de beaucoup de détermination, de courage et surtout de ne pas tricher. Et que ces examens soient couronnés de beaucoup de succès.
L'Académie d'enseignement de Sikasso compte plus de 3000 candidats, dont 778 réguliers. Ils sont répartis entre 112 salles. Restons à l'intérieur du pays, à Koutiala, Nioro et Ségou. Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP ont commencé les épreuves également hier lundi. De façon globale, les centres d'examen sont calmes, nous disent Brahima Kone, Moussa Diakité et Fousseni Samaki. Il s'agit pour les élèves, comme je l'ai dit, de tirer la conclusion de l'année. La conclusion, c'est tout ce que j'ai eu à apprendre, c'est de faire sortir de leur tête ce qu'on leur demande. Et nous leur avons conseillé de faire un travail personnel, de ne pas compter sur les à côté, les coups de papier. Nous avons vu des candidats, ils sont calmes, ils sont confiants, ils sont calmes et j'espère que c'est mon souhait que de bons résultats sortent des examens. À Nioro, ils sont cette année 239 candidats, dont 167 garçons et 72 filles, répartis entre 13 salles dans 2 centres d'examen à être concernés par des certificats d'aptitude professionnelle CAP. À 7h50, le directeur de cabinet du gouverneur à la tête d'une importante délégation fait son entrée dans le centre A pour s'enquérir du bon démarrage des examens. C'est à 8h précise que la salle numéro 1 aide comptable a eu l'honneur d'abriter l'ouverture de la première enveloppe contenant les sujets de comptabilité, hygiène et des documents commerciaux. Le visiteur du jour a ensuite prodigué des conseils et souhaité bonne chance aux candidats. Je souhaite vraiment une bonne chance à tous les candidats et que les résultats qui seront ici vraiment soient à la hauteur de notre satisfaction et de tous les efforts, de tous les sacrifices qui ont été consentis par les parents, les élèves, les syndicats, l'État malien. C'est un début et c'est une série d'examens qui vont se succéder. Et cette série d'examens, je pense que notre souci pour nous, c'est que les efforts qui ont été fournis, ces efforts-là soient couronnés de succès. Et le succès, c'est quoi? C'est le taux d'admission aux examens. Dans l'académie d'enseignement de Ségou, 1473 candidats, dont 755 filles, sont en liste pour décrocher le certificat d'aptitude professionnelle CAP 2024. Le constat est vraiment satisfaisant quant à l'organisation. Le matériel, les documents sont tous sur place. Nous avons noté effectivement que les candidats sont sereins. Ils abordent avec beaucoup de sérénité la première épreuve. Nous avons prodigué des conseils aux candidats de compter sur leurs propres efforts, d'éviter la fraude. Et c'est l'occasion pour moi de saluer et remercier l'ensemble des acteurs de l'école. Après une année scolaire peu perturbée, les responsables de l'éducation et candidats se disent confiants. Nous avons vu tous les programmes. Ça va un peu. Nous sommes prêts. Et je suis sûr qu'on va réussir. L'année, comme tout le monde l'a remarqué, elle s'est bien déroulée dans l'ensemble, surtout dans les grandes agglomérations. Pour le CAP, il n'y a aucun problème. Les programmes, d'après l'état d'avancement de leur exécution qui nous a été communiqué par les chefs d'établissement, les programmes sont épuisés. Et en principe, cela, logiquement, ça doit refléter les résultats que nous attendons. Notons que les candidats de l'Académie d'enseignement de Ségou sont répartis entre 72 salles de 6 centres d'examen. Les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ont commencé également hier à l'heure dans les régions de San, Dioula, Tombouctou et Gao. C'était en présence de nos reporters Drissa Kone, Daniel Fama, Najim Babasisi et Aliou Drissa Maïga. Ils sont 728 candidats dans l'Académie d'enseignement de San à prendre part à cette session de mai 2024 du certificat d'aptitude professionnelle. Nous avons vu les premiers sujets. Je pense que c'est abordable. Nous avons 5 centres dans la région de San et tout se passe à hauteur de souhait. Et le règlement intérieur des examens a été respecté et c'est la mise en œuvre justement de cette politique qui va nous sortir justement des pétrins que les gens connaissent ça et là. Le gouverneur de la région de San place ses examens sous le sceau de la rigueur. Devant les candidats, il dira que l'objectif recherché est de sélectionner les meilleurs afin de répondre aux besoins du marché. L'État a déjà mis tous les moyens pour leur formation et l'État n'a pas besoin de cadres qui vont tricher. Parce qu'ils sont au niveau du CAP, nous venons de voir l'épreuve de aide comptable. Donc après leur admission, c'est des gens qui seront versés directement dans la production.
Donc l'État a besoin d'eux, l'État a besoin des travailleurs honnêtes. C'est pour cela qu'on les a dit qu'il n'est pas admis et il ne sera pas concevable que des candidats qui seront versés immédiatement dans la production soient des candidats qui trichent dans la salle pour obtenir leur diplôme. Au sein des différents centres, les forces de l'ordre veillent au grain. Très tôt, ce lundi matin, le centre d'examen Jim Silla avait été pris d'assaut et cela pour cause le lancement officiel des épreuves du CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Nous sommes là aujourd'hui, ce matin, pour les examens de l'épreuve du CAP et nous sommes prêts pour les aborder. Tout est au point. Nous avons ici 5 spécialités, totalisant 714 candidats. La sécurité aussi est là. C'est aux environs de 7h55 que le chef de l'exécutif régional et sa délégation ont fait leur rentrée au 10 centres afin de procéder au lancement officiel des épreuves. Même exercice à l'IFP de Fana, même constat. J'avoue que je suis très satisfait parce que je constate la présence d'un grand nombre d'élèves qui sont sur place et cela augure d'une bonne journée d'examen. Je souhaite que les jours à venir, que tout et chacun vienne et que chacun fasse valoir ce qu'il peut faire. C'est ça l'examen. À retenir qu'au niveau de l'Académie de Douala, ils sont 1320 candidats répartis entre 5 centres, 59 salles et sous la supervision de 118 surveillants. L'ouverture de cette enveloppe par le directeur de cabinet du gouverneur, Mamadou Tembeli, marque le top départ du démarrage du certificat d'aptitude professionnelle 2023-2024 dans la région de Tombouctou. Au titre de cette session, ils sont tous ex-confondus, 282 candidats, répartis dans 2 centres délocalisés au lycée Mahaman Alassane Haïdara de Tombouctou. Pour ces premières épreuves, ce sont les candidats de spécialité aide-comptabilité, électricité et dessin bâtiment qui examinent dans une atmosphère jugée appréciable par les autorités régionales satisfaites de leur constat. À l'instar des autres régions du Mali, les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ont très bien démarré dans la région de Douanza. Une forte délégation régionale conduite par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Douanza, M. Abdou Diara, s'est rendu à l'école Banéné de Douanza pour s'enquérir de l'état du démarrage et souhaite bonne chance aux candidats. C'est ainsi qu'il a procédé à l'ouverture de l'enveloppe symbolique contenant les sujets. La section syndicale du Trésor du Mali, avec la participation de l'Union des syndicats des travailleurs des trésors publics de l'Union économique et monétaire ouest-africain, a organisé un atelier de renforcement des capacités de ses membres. Syndicalisme, tremplin du développement social et de la croissance, c'est le thème central de la rencontre. Aliou Abdoulaye Touré. Cette session de formation, dont l'objectif est de renforcer les capacités des syndicats de travailleurs du Trésor public, vise à avoir une meilleure compréhension des obligations qui découlent de la fonction syndicale. Le syndicat national du Trésor, au sortir de sa conférence de section tenue le 31 août 2023, a décidé de placer son nouveau mandat sous le signe de la formation, du développement social et de la croissance en faveur de ses militants et militantes. La tenue de cet atelier de formation en début de mandat est de nature à aider et préparer nos camarades à relever les défis du développement social, de la négociation syndicale, de l'éducation financière dans un contexte de crise multidimensionnelle. Chers camarades, cet atelier vous donne la chance de comprendre beaucoup de choses. Profitez-en donc. Un trésor y est caché. Je sais que des trésoriers et bons chasseurs de trésors que vous êtes, vous finirez par dénicher rapidement tout ce qui s'y cache. Surtout, ne le gardez pas pour vous seul. Il faudra le partager avec nous. Le directeur national adjoint du Trésor et de la comptabilité publique est venu témoigner de tout son soutien pour la tenue de cette session de formation. Les notions clés de comptabilité publique, c'est le cœur de métier du Trésor public. Rendre des comptes, tenir la comptabilité de l'État, c'est de cela la redevabilité. L'éducation financière, c'est un élément important. Parce que le syndicat, c'est quoi? C'est lutter pour améliorer les conditions de vie de ses membres. Ça passe par l'éducation financière. Une ressource ne vaut que ce qu'on en fait.
La session de formation animée par des experts permettra de renforcer les capacités des participants en matière syndicale et professionnelle. Les autorités de la commune 3 du district de Bamako ont procédé à la restitution des réalisations faites au cours de 2023. Le bilan a été jugé positif, mais des points d'ombre ont été signalés et des recommandations formulées dans certains domaines. Le budget 2023 de la mairie de la commune 3 a été arrêté en recettes et dépenses à plus de 4 milliards de francs CFA pour un taux d'exécution de 87%. Les détails avec Dossé Babadjara. La restitution des comptes administratifs est un devoir officiellement institué par les autorités du pays afin de permettre aux populations de prendre connaissance des réalisations faites par les conseils communaux durant l'année écoulée. D'où la nécessité de cette rencontre avec les habitants initiée par la mairie de la commune 3 sur les questions essentielles de la commune. Les domaines touchés, il y a le solaire qui a été installé au niveau de la commune pour permettre aux services de faire face aux sollicitations des usagers. Une salle qui a été aménagée, vous avez été reçu dans une salle polyvalente, équipée. Le personnel qui a été doté de matériel informatique, d'équipement pour travailler dans de meilleures conditions. L'éducation, la santé, vous avez vu, beaucoup de réalisations à ce niveau. La projection d'un film documentaire a permis aux participants de prendre connaissance des activités réalisées courant 2023. En termes de recettes et en termes de dépenses, les montants, vous avez vu sur une prévision de 6 milliards et quelques, nous avons réalisé 5 milliards et quelques, donc soit un taux de 87%. Malgré les résultats jugés positifs par la majorité des participants, certains domaines font toujours l'objet des critiques générales. Nous demandons à Madame le maire également de mettre les documents à notre disposition avant la restitution, afin que nous puissions étudier le document et faire des désapprobations. Au-delà de tout ça aussi, les CGS de la commune 3 souffrent beaucoup parce que nous n'arrivons pas à avoir nos fonds depuis 3 ans. Le site de la foire d'exposition de la commune 3 est l'un des grands travaux de la mairie, où des nouveaux magasins sont en cours de construction depuis un certain moment. Il est au centre des recommandations formulées par la population. Avant, on faisait le foire ici, en fin d'année. Mais maintenant, c'est plus possible, parce qu'ils ont fait des constructions dessus. Donc, l'accès pour faire le foire n'est plus possible. Des magasins qui ont été construits par le partenaire de la mairie du district dans le cadre de la construction du marché rose et du marché à légumes. Malheureusement, à cause des difficultés, des contraintes sociopolitiques, jusqu'à présent, le projet n'a pu être réalisé, mais c'est des désagréments au niveau de la commune, nous comprenons, mais les dispositions sont en train d'être prises afin d'y faire face. L'établissement Amnia et Fils a procédé à la distribution des casques de protection aux usagers. Ce geste vise à inviter les populations au port du casque, mais aussi soutenir les usagers qui n'ont pas les moyens de s'offrir un casque. Almouzer Kamisa Yatara pour le compte-rendu. La distribution des casques de protection aux usagers de la route a commencé au niveau de la direction régionale de la protection civile de Bamako. Un geste qui vise à accompagner cette structure qui assiste les populations en cas d'accident. C'est aussi une façon de les encourager pour expliquer aux usagers de la circulation l'importance de porter les casques. On pense qu'avec le port des casques, au moins si la tête est sauvée, au moins le corps est sauvé. Donc du coup, on a eu l'idée de mettre cette activité sur place, donc ce qui a généré toute cette ampleur aujourd'hui. Parce qu'en cas d'accident, souvent, c'est pas une chose à dire, mais c'est la protection civile qui intervient, les sapeurs-pompiers. Ils interviennent directement sur le site pour les premiers constats et autres, après la police, je crois. Donc du coup, on ne peut pas passer outre leur présence. Pour cette opération de distribution des casques, l'établissement Amnia et Fils est venu avec 1500 casques. De nombreux citoyens n'ont pas tardé à prendre d'assaut la devanture du stade du 26 mars. J'étais de passage, donc j'ai appris que WC20 est en train de distribuer des cartes, donc je suis là pour ça. Je suis très content. Vraiment, c'est un geste vraiment à saluer, vraiment. Ça nous protège contre l'accident, vent et d'autres choses.
l'établissement Hamnia et Fils, avec sa boisson Double Seven, veut être proche des populations, également participer aux actions sociales. À Koulikoro, lancement de la campagne régionale de lutte contre la fistule obstétricale avec la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale édition 2024. Le thème de cette année est rompre le cycle, prévenir la fistule dans le monde. Le thème national s'intitule intensifier la sensibilisation auprès des prestataires et des communautés pour renforcer la prévention de la fistule obstétricale. Atouma Sari. Cette campagne régionale de lutte contre la fistule obstétricale a coïncidé avec la journée internationale du 23 mai qui est consacrée à l'élimination de la fistule obstétricale. Cette célébration a tout son sens. La fistule obstétricale est une affection très handicapante. Elle touche particulièrement les jeunes femmes en les excluant de leur famille et de la société. Les conséquences de la fistule obstétricale exposent les femmes au divorce. Intra-Elf, à travers l'USAID, a remis des équipements chirurgicaux au CCRF de Koulikoro pour soulager la souffrance des femmes victimes de fistule obstétricale. Ce lot de matériel comprend entre autres une table d'opération qui est adaptée à la réparation des cas de fistule obstétricale, des boîtes de chirurgie, un appareil d'anesthésie, un respirateur, un chariot, porte-instruments, etc. Pour les autorités locales, tout sera mis en œuvre pour assister le personnel sanitaire dans la lutte contre la fistule obstétricale. Nous remercions infiniment les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant qui n'a jamais failli. Nous remercions tous ceux qui, par son appui constant, qui a vraiment contribué à la bonne tenue de la célébration de cette journée du 23 mai. Cerise sur le gâteau, durant cette campagne, promesse a été faite pour prendre en charge une trentaine de femmes victimes de la fistule obstétricale dans la région de Koulikoro. Des partenaires comme Intra-Elf, avec l'appui de l'USAID et le projet USAID Momentum, l'AMCP-SP assure le soutien au gouvernement dans cette lutte. Le droit à la santé est la base des droits humains, mais ce droit n'est pas très souvent respecté pour un grand nombre de femmes dans les pays en voie de développement, notamment celles de l'Afrique. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.